Bon, je pense qu'on va démarrer. Bon, est-ce bien besoin de vous les présenter? Quoi? Bon, là, on est quand même assez content, je dois dire, de les avoir malgré tout, parce que là, on a quand même une belle brochette représentative de tout ce qui se fait de mieux en termes d'activisme militant sur le livre, sur nos libertés fondamentales, numériques. On est vraiment, vraiment content. Hein. Donc, on a la FFDN, la Quadrature du Net et Framasoft, qui sont trois, qui ont d'ailleurs, j'espère que vous êtes allés les voir quand même, parce qu'ils ont fait plusieurs interventions. Vous avez eu l'occasion de déjà les voir, de leur parler des ateliers. Puis là maintenant, on va les avoir les trois réunis quand même, et c'est pas si souvent qu'on les a eus, les trois réunis comme ça. Donc on est assez contents. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps, c'est pas pour moi que vous êtes venus malheureusement, je pense que c'est plutôt pour eux. Donc je propose de leur donner tout de suite la parole et de les laisser attaquer. Merci. C'est une conférence un peu différente qu'on a voulu faire cette fois-ci. Pour me présenter, pour les personnes encore qui ne me connaissent pas, je suis Pixel, je suis chargé de campagne à la Quadrature du Net. Il y a Benjamin Bayard qui intervient au nom de la fédération FDN et Epic qui intervient pour Framasoft qui est là. Et cette conférence, on a voulu montrer à quel point en fait, on travaille ensemble, à quel point nos associations sont complémentaires et aussi pouvoir parler de cette année 2016 qui était une année pleine de défis. Une année qui n'était pas nécessairement facile pour tout le monde. Je me souviens quand j'ai fait ma première intervention à Capitole du Libre l'année passée, je pense que certaines personnes qui sont dans la salle ont déjà vu la conférence, on m'a fait beaucoup de retours en me disant que cette conférence était particulièrement déprimante. Effectivement, 2015 n'a pas été très très drôle. On disait que 2016 allait être meilleur. Donc on est à la fin de 2016 et on espère que 2017 sera meilleur. Eh ben, on verra ça à la fin de la conférence. Et donc voilà le but de cette conférence, c'est de pouvoir parler aussi de ce que nous on fait et de qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi avec vous et qu'est-ce qui est positif, etc. Donc voilà un peu l'introduction de cette conférence. Je ne sais pas qui d'entre vous veut commencer pour parler du bilan, par exemple, de cette année, le point de vue de vos associations respectives. Commence, camarade. Ça y est, tu tiens le crachoir, vas-y. Bon, d'accord. Alors j'avais noté au départ, j'ai eu l'impression que l'année 2016 s'est divisée en deux parties. Il y a eu un avant et un après, et à la Quadrature du Net, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après. L'année 2015 s'est finie en avril 2016 pour la Quadrature du Net, et l'année 2016 a commencé donc du coup en avril. Parce que l'année 2015, évidemment, on s'est terminé avec l'état d'urgence et on est resté dans le rythme de l'état d'urgence jusqu'en avril où on a décidé, suite à un communiqué de presse qui a fait pas mal de bruit, qui s'intitulait « La Quadrature du Net sort de l'état d'urgence ». Donc je vais revenir à ça un peu plus tard. Donc l'état d'urgence. Quand le Capitole du Libre l'année passée, c'était une semaine, non même pas, c'était 2 jours après la déclaration de l'état d'urgence, ou même une semaine. Bon, c'était à peu près dans ces eaux-là. Bon, c'était les premiers départs de l'état d'urgence, donc c'était des nombres incalculables de perquisitions administratives, c'était l'hystérie générale dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans nos communautés par rapport à peu près tout et n'importe quoi. Et on a eu ensuite le camp, on a eu les vacances, ça s'est pas nécessairement calmé. On a organisé une première manifestation contre l'état d'urgence avec de nombreux acteurs d'autres associations, ça a été des syndicats, ça a été des associations de défense des droits, mais pas nécessairement numériques. Ça a été un travail, c'était un peu un défi aussi pour la Quadrature du Net de parler aussi à d'autres associations. C'était quelque chose qui était profondément positif, mais qui n'a pas toujours été très facile. On a fait une manifestation à 5000 personnes sous la pluie un dimanche 2 janvier. 5000 personnes, c'est pas mal pour les conditions météo de ce moment-là. Mais après, on a vu que l'état d'urgence continuait et peu d'associations bougeaient aussi fort que nous, ou bougeaient dans le même sens. Il y a eu la loi sur la déchéance de nationalité. La Quadrature a travaillé pas nécessairement sur la partie sur la déchéance de nationalité, mais sur le second article de cette loi, où il y avait un certain nombre de choses qui, c'était un peu technico-juridique, mais qui affaiblissait le pouvoir du juge judiciaire, encore une fois, par rapport à des juges administratifs, sous raison de pouvoir faciliter le travail de la justice. Vous connaissez les arguments qu'on nous sert à chaque fois. Qui ne fait pas la différence entre un juge judiciaire et un juge administratif? Vous avez le droit de lever la main sans honte. Oh merde. Bien. Alors, donc ça c'est mon côté exégète. Voilà. Voilà. Un juge judiciaire, c'est celui que tu vas voir quand tu es poursuivi parce que tu as grillé un feu rouge, tu as tué quelqu'un, tu as mangé une vieille dame, etc. etc.
le juge judiciaire, il prend une décision qui peut te priver de ta liberté. Et donc, en fait, il juge avant. Le juge administratif, c'est celui qui juge ce que fait l'administration. C'est le juge qui dit que le permis de construire n'est pas conforme, c'est le juge qui dit que l'arrêté d'expulsion de l'étranger n'est pas conforme, c'est le juge qui dit que l'arrêté municipal n'est pas conforme. Et donc, en fait, quand on passe une liberté du juge judiciaire au juge administratif, le juge judiciaire pouvait, sur une décision, te priver de ta liberté, te mettre en prison, etc. Le juge administratif pourra te la rendre si l'État te l'a prise indûment. C'est-à-dire qu'on te met en prison d'abord, et une fois que tu auras prouvé au juge administratif que l'État avait tort de te priver de ta liberté, tu pourras ressortir. Donc, l'exemple, c'est une censure de site web. Quand c'est par un juge judiciaire, on fait un procès contre le site web et il est condamné à être fermé. Quand c'est par un juge administratif, on ferme le site web sur décision de la police. Et si tu gagnes contre la police devant le juge administratif, on réouvrira le site web. C'est ça la différence entre le juge judiciaire et le juge administratif. C'est une différence vraiment fondamentale et qui, dans le cadre de l'état d'urgence, dans le cadre de la modification qu'on a pu voir pour ceux qui étaient à la conférence des exégètes amateurs, et si vous ne l'avez pas vu, revoyez-la en replay. Je ne sais pas si ça s'appelle un replay, enfin bref. Revoyez-la parce qu'elle est très intéressante sur la dégradation des lois et de l'état actuel de la protection des libertés en France. Donc bref, on était dans cet état-là, qui n'était pas un état particulièrement agréable non plus au quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, c'était la merde. Tous les jours, c'était négatif et tous les jours, il fallait être contre les choses. Et surtout, tous les jours, on se rendait compte qu'on n'avançait absolument pas. On était face à un mur et on avait beau se taper la tête dessus, ça avançait, le mur avançait pas nécessairement. Et c'est les premiers mots du communiqué de presse. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé d'un peu se réorganiser. Mais surtout que cette réorganisation, elle est donc pas seulement due à cette fatigue et à cette inefficacité d'un certain nombre de travail qu'on a pu accomplir, mais aussi c'est une décision assez stratégique. On savait très bien que l'année 2017 sera une année électorale. En année électorale, généralement, pas mal d'associations vont voir les candidats et pour leur faire dire ou signer une déclaration pour promettre de défendre telle ou telle liberté, de faire telle ou telle chose, etc. etc. Cette année électorale, on savait bien, et parce qu'on a aussi de l'expérience dans l'associatif, que ça ne va pas nécessairement changer les choses. Ils vont pouvoir signer telle ou telle déclaration, mais en aucun cas, on va pouvoir être sûr qu'ils vont tenir cette promesse. Et on a pu voir qu'en général, ils font plutôt le contraire de ce qu'ils disent. Donc, on ne va pas leur faire signer des déclarations. Peut-être, sur un coup d'erreur, ils feront ce qu'on aimerait. Donc, en fait, on s'est dit qu'on allait plutôt raffermir nos bases. La quadrature fonctionne dans l'urgence, toujours. La quadrature travaille dans l'urgence quasi essentiellement. Du coup, on se rend compte qu'on manque. Des fois, on a certains manquements. Par exemple, dans nos propositions positives, qui sont un peu la base de notre argumentaire, il y a certains argumentaires qui étaient dépassés, notamment celui sur la vie privée ou celui sur les données personnelles, considérant qu'un nouveau règlement sur les données personnelles européen avait été adopté. Notre argumentaire datait du précédent, il fallait le remettre à jour. Donc on a décidé de travailler là-dessus. On a aussi travaillé aussi sur le travail avec la communauté de tout ce qui est de bénévoles, qui tourne autour de la quadrature du net, avec l'organisation d'ateliers de réflexion, d'ateliers de travail, etc. On en a organisé un en juillet. Je pense qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Il y en a un qui est organisé début décembre sur les données personnelles. Celui en juillet est organisé sur le droit d'auteur. Ça fait partie de nos stratégies de droit d'auteur pour les prochains mois et prochaines années. C'est qu'on s'est rendu compte de quelque chose de très important. C'est qu'on a réussi à parler aux gens qui on va dire, qui apprécient la culture, qui la partagent, mais pas aux gens qui créent la culture. C'est-à-dire que quand on parle du partage non marchand, du partage de la culture, à peu près tout le monde est d'accord qu'il faut partager la culture pour la faire vivre. Sauf, en général, les artistes. Et pourtant, c'est eux qui créent la culture et c'est eux qui sont en fait finalement asservis aux mafias des sociétés d'ayant droit et qui se font complètement retourner la tête par que ce soit la SACEM ou la SACD, afin de croire que c'est eux qui leur protègent, mais le fonctionnement complètement mafieux de ces sociétés fait qu'ils ne s'imaginent pas qu'un autre modèle est possible, un modèle sans ces mafias. Et donc on a fait un premier atelier, on a invité plein d'auteurs, on a fait plein de réflexions, Pouyout était là, il y avait encore, je pense qu'il y a peut-être des gens qui étaient là aussi, qui sont dans la salle, et ça a donné pas mal de bonnes idées et on continue à travailler dessus. On a aussi travaillé sur la réorganisation en fait, de notre en interne, sur comment nous on fonctionne. C'est qu'avant, on avait 3 pôles au sein de la quadrature. On avait le pôle
analyse, le pôle campagne, dont je fais partie, et le pôle développement d'outils, qui développe Memopol, qui développe le Pifone et d'autres, et qui travaille sur le site de la Quadrature, etc. On a décidé d'assouplir ça, où chaque pôle est plutôt sur des sujets, plutôt que sur un fonctionnement. Parce que le pôle analyse avait trop de sujets, que le pôle campagne avait trop de sujets, et qu'on avait tous des affinités tel ou tel. Moi, par exemple, le droit d'auteur, c'est pas vraiment le sujet que je préfère. Je préfère travailler sur le paquet télécom plutôt que sur le droit d'auteur. Donc, on a réassoupli notre fonctionnement et en espérant que cette réorganisation se fasse relativement vite afin de pouvoir reprendre un rythme beaucoup plus rapide. Pourtant, c'est pas pour ça qu'on a rien fait. On a été assez présent à Nuit debout. On a pas mal fait pas vraiment des crypto-parties lors de Nuit debout. C'était pas vraiment la Quadrature qui l'a fait, mais c'était d'autres personnes qui étaient proches de la Quadrature. Mais on a beaucoup sensibilisé sur les raisons et pourquoi il faudrait protéger nos communications, particulièrement sur ce qu'on appelle des lieux de lutte. On a aussi travaillé beaucoup au niveau européen à partir du début de l'été. Il y a eu la directive terrorisme. La directive terrorisme, c'est la loi renseignement, la loi terrorisme et l'état d'urgence au niveau européen. C'est un lobbying immense de la part de la France au niveau du Conseil de l'Union européenne qui rassemble tous les pays, tous les gouvernements des pays de l'Union européenne. C'est un lobbying immense où ils essaient de faire passer les lois qu'ils ont fait passer en France au niveau européen pour que ce soit plus difficilement attaquable par exemple, les exégètes amateurs. Et donc, on a des nouvelles lois avec du blocage administratif de sites web qui existent en France depuis la loi terrorisme de 2014, mais des blocages de sites web sur des sites faisant l'apologie du terrorisme, mais qui voudraient être étendus au niveau européen. Il y a pas mal de pays que ça intéresse, par exemple la Hongrie, par exemple la Pologne. Ça intéresse moins le Danemark ou la Suède. Donc on voit qu'il y a des lignes de différence et des fois en général au niveau européen, quand on compare la France, on la compare en général à la Hongrie ou à la Pologne plutôt qu'à la Suède. C'est un peu gênant des fois. Donc on a travaillé là-dessus, on a réussi à éliminer un certain nombre de choses, mais là, les députés européens sont dans le même dilemme que les députés français lors de l'état d'urgence. C'est-à-dire que si on ne fait rien, si on ne propose pas quelque chose à côté, ils vont dire on n'a rien fait contre le terrorisme. Et imaginez un député à qui on lui dit que tu n'as rien fait contre le terrorisme, du coup je ne vais pas voter pour toi, il va perdre son boulot et un député ne veut pas perdre son boulot. Donc ça va amener aussi à la suite de cette conférence. On a eu en juillet, un point très important, on a une nouvelle extension de l'état d'urgence après les attentats de Nice. À l'état d'urgence, on a réintégré une chose qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, qui était les perquisitions informatiques. C'était dans la première loi contre l'état d'urgence, c'était celle qui était adoptée en novembre 2015, et qui permettait la police de récupérer à peu près l'entièreté de votre ordinateur lors d'une perquisition. Et donc, il n'y avait rien qui encadrait cette perquisition informatique, surtout que c'est qui permettait de récupérer les données de tout système qui était raccordé au système qui se trouvait dans le lieu de la perquisition. Donc, c'est la perquisition à rebondissement. Imaginez, vous avez un serveur distant, genre un cloud, pouf, ça tombait sous le régime de sa perquisition, et c'était ni proportionné, ni limité, donc ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Ça a été réintroduit dans la loi qui est en l'état d'urgence de juillet 2016, avec un certain nombre de garde-fous, sauf pour les données chiffrées. Ces données-là sont gardées de façon indéterminée, jusqu'à un temps indéterminé, jusqu'à leur déchiffrement, et après tombent sous le régime de garder ces données qui sont, à partir du moment où elles ne sont pas considérées comme étant relevantes de l'enquête, elles sont détruites ou rendues, si les supports sont rendus à la personne. Mais les données qui sont considérées comme incriminantes, elles disparaissent dans les fichiers de la police. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, etc. Fin de l'été, ça m'amène à la fin de l'été où il y a eu finalement après la consultation du BEREC. Donc, on va parler télécom. Salut Kota. Donc la campagne sur la neutralité du net, c'est une campagne que la Quadrature mène avec FFDN et d'autres associations au niveau européen qui sont rassemblées sous le collectif Save the Internet, qui est un truc qui date depuis plusieurs années, et où, donc en gros, on s'est rassemblés pour protéger la neutralité du net. Qui ne connaît pas la neutralité du net ? En gros, c'est la notion où les paquets qui sont sur Internet existent libres et égaux en droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas droit qu'il y ait d'une limitation de votre trafic Internet en fonction de l'origine ou de son contenu.
C'est-à-dire que les fournisseurs d'accès à Internet ne peuvent pas limiter votre trafic si ça vient d'un service qui n'est pas un service tiers ou un service qui leur appartient ou un service avec qui ils ne veulent pas travailler. C'est-à-dire que, par exemple, Free ne peuvent pas limiter votre trafic YouTube, très clairement. Voilà, pour parler très clair. Et donc, il y a un règlement qui a été adopté à l'automne 2015 qui était en fait très on en parlait dans la conférence l'année passée, et cette année, tout le rassemblement de toutes les autorités de régulation européennes qui s'y sont rassemblées, par exemple l'ARCEP en France, qui sont rassemblées sous le nom du BEREC en anglais et l'ORCE en français, doivent décrire les lignes directrices qui va permettre l'application de ces règles. Et notamment, c'est un énorme enjeu parce que si les lignes directrices décidaient on veut une neutralité du net forte, les FAI étaient plutôt obligés de faire une neutralité du net forte, plus ou moins. Plus compliqué, mais on verra ça peut-être plus tard. Donc, ils avaient lancé une consultation plus ou moins populaire, plus ou moins citoyenne durant l'été. Ça durait 5 semaines, c'était en anglais, c'était super compliqué. On a décidé avec Save the Internet de faire notre propre consultation plus claire. Ça a plutôt bien marché. Il y a eu énormément de sollicitations. Il y a eu énormément de participation qui a été faite. Genre, sur les derniers jours, presque tous les quarts d'heure, il y avait un nouvel avis, pardon, une nouvelle contribution, voilà, merci. Une nouvelle contribution qui est arrivée au BEREC, ils étaient très contents. Donc maintenant, les lignes directrices sont sorties. Il y aura des nouveaux défis sur la neutralité du net et sur le paquet télécom, j'en parlerai tout à l'heure. Autre gros défi, et celui-là il est quasi politique, c'est le nouveau défi sur les données personnelles. Il y a une nouvelle réglementation sur les données personnelles puisqu'on a fini la précédente au niveau européen. Il y a une nouvelle qui va arriver au niveau européen, ça fonctionne comme ça, l'Europe, il faut toujours un nouveau truc. C'est la directive e-privacy qui va régler tout ce qui concerne les données personnelles, ce qu'on peut faire avec vos données personnelles. Est-ce que par exemple, vous pouvez payer un service Internet avec vos données personnelles? C'est ce type de réglementation. Et il y a quelque chose qui pue, c'est qu'en été, beaucoup de pays de l'Union européenne, notamment la France et l'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne, la Hongrie, faisaient beaucoup de lobbying pour qu'on parle du chiffrement et qu'on puisse encadrer le chiffrement. Quand vous avez Cazeneuve qui vous parle d'encadrer le chiffrement, en général, on a un peu les dents qui grincent. Je pense que il y a eu une déclaration franco-allemande où il y a eu des choses pas très nettes qui sont passées. C'est notamment la déclaration française disait qu'on va vachement plus encadrer le chiffrement et les Allemands disaient non, on va parler avec les Français sur le chiffrement. Donc ils n'étaient finalement pas si d'accord là-dessus. Ça va être un gros défi pour les prochaines années parce que le chiffrement est un dossier ultra politique. C'est que dans le cas de la lutte contre le terrorisme, de la protection des données personnelles, le chiffrement est effectivement, selon la police, un problème et selon le reste de la population, quelque chose d'important pour la protection de la liberté d'expression et la protection de la vie privée. Donc c'est un sujet ultra politique et un débat de société qu'on va avoir et qui sera peut-être présent dans la directive e-privacy. La Commission européenne nous dit mais non, ça ne va pas être ça parce qu'ils n'aiment pas trop la politique. On va voir ça un peu plus tard. Et bon, vous avez vu dernièrement, il y a eu le fichier TES. On a fait un communiqué avec l'Observatoire des libertés et du numérique, qui est un collectif dans lequel se trouve la Quadrature, mais se trouve aussi Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, Crest Terminal, le CECI, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France. Donc c'est une sorte de groupement politico-juridique et militant. On va voir avec les exégètes amateurs ce qu'on va faire pour le futur sur le fichier TES. Il y a eu aussi de l'embauche à la Quadrature. On a embauché Baptiste, qui était notre graphiste stagiaire l'année passée, qui a été embauché cette année. Et Léa, qui était aussi stagiaire et qui a été embauchée pour un CDD récemment, très récemment. Donc voilà, l'équipe s'est élargie aussi. Et voilà, moi j'ai fini. L'année 2016 dans la fédération FDN. Alors je pense que je vais faire exprès, je vais juste pas vous parler du tout de droit et je vais pas vous parler des exégètes amateurs parce que c'était la conférence d'avant. Donc je vais plutôt vous raconter ce qu'on a fait plutôt que ce contre quoi on s'est battu. Il y a des mouvements extrêmement intéressants qui commencent à émerger autour de la fibre optique, qui ne sont pas là où je les attendais. Moi, j'espérais qu'on puisse assez rapidement intervenir sur les réseaux de fibre optique que l'État et que la collectivité est en train de déployer. Et ça, c'est pas gagné. Le point essentiel qu'on a marqué là-dedans,
c'est le fait que le sujet est abordé sous un angle qui n'est pas idiot dans la proposition d'analyse de marché du fixe de l'ARCEP, et que donc on aura peut-être dans le courant de l'année 2017 une décision de régulation qui nous permettrait d'intervenir sur certains réseaux. Donc on pourrait se mettre à fournir sur ces réseaux-là de l'accès en fibre optique fin 2017, peut-être début 2018. Là où on a en revanche des progrès que j'attendais pas, c'est qu'il y a certaines organisations, qui sont plus des associations maintenant, autour de la fédération FDN, qui commencent à déployer de la fibre optique dans des zones très peu denses ou dans certaines zones rurales, etc. Scani dans Lyon va commencer à faire ça. Il y a des choses autour de Vivier au débit, si ma mémoire ne me trahit pas. On continue à avoir des associations qui déploient de la boucle locale radio. C'est en fait le fait de créer des bouts d'accès Internet dans des zones blanches ou dans des zones gris pâles avec du Wi-Fi. Ce que fait État Neutral à Toulouse et que vous connaissez tous, parce que vous connaissez tous État Neutral. Sinon, c'est un tort. C'est quand même le régional de l'étape. Donc voilà, ça, c'est une source d'évolution qui est intéressante et que je n'avais pas vu venir. De la même manière, il y a des choses qui sont en train de bouger dans l'immobilisme. Alors, il faut que je développe. Le plan national très haut débit prévoit que dans les zones très denses, ça va être le merdier. Ils y arrivent parfaitement. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a moins de fibres que dans les départements autour de Paris. Parce qu'il n'y a rien. En fait, les opérateurs se débrouillent tout seuls, chacun déploie ce qu'il a à déployer. Et si tu veux choisir entre Free et Orange dans un immeuble, il faut qu'il y ait 2 réseaux fibres dans l'immeuble, un pour Free, un pour Orange. Ça, c'est assez magique, ça ne marchera pas. Dans les zones moyennement denses, on a certifié aux opérateurs qu'ils ne seraient pas mis en concurrence et qu'ils pouvaient se partager le gâteau comme ils veulent. Bon, c'est la définition française de concurrence libre et non faussée. Du coup, dans ces zones-là, ils déploient, Orange en tête, parce qu'ils y vont comme des brutes, comme tous les autres sont occupés dans des fusions-acquisitions. Orange déploie, il y a de la fibre qui se déploie. Et puis, dans le reste, il y a de l'intervention publique et des collectivités qui agissent. Et elles agissent comme font toujours les collectivités, c'est-à-dire selon un plan quinquennal en 27 étapes. Ça peut se défendre. Mais en gros, quand tu habites dans un département un peu rural, tu vas voir que les dates de déploiement prévues du réseau dans les zones dont la collectivité s'occupe, ça commence en 2016-2017, les premiers déploiements, les premières phases, qui courent jusqu'en 2020. Et souvent, tu as une phase 3 ou une phase 4 qui se termine en 2027, 2030 ou 2035. Ça veut dire que si le programme ne prend aucun retard, ne souffre d'aucun défaut de financement en cours de route, tu es certain de ne pas avoir la fibre avant 2035. C'est une forme d'immobilisme garanti, vous voyez. Et en fait, dans ces zones-là, il y en a quelques-unes où ça met les gens d'assez mauvaise humeur. Il n'y a pas assez de zones où ça met les gens de mauvaise humeur à mon goût, mais il y en a. Et ils commencent à dire, OK, chez nous, c'est le tiers-monde jusqu'à 2037 en matière de réseau. Il y a de l'ADSL qui ne va pas vite. La montée en débit, il n'y aura pas d'effort avant 2020-2025. Et la fibre, peut-être, mais dans longtemps. Et donc, ils commencent à bouger, à réfléchir à comment faire. Et j'ai détecté une poche comme ça dans le Calvados, lors d'une intervention où Isabelle Attard m'avait invité. Et ils sont de très mauvaise humeur, donc on est en train de leur expliquer comment ils peuvent faire du très haut débit en Wi-Fi. Comment ils peuvent amener 30 mégas symétriques chez les gens en Wi-Fi. Et ok, c'est moins bien que de la fibre, mais c'est vachement mieux que de la DSL, pas bien. Et ça leur permet d'apprendre à faire. Et une fois qu'ils auront appris à faire en Wi-Fi, ils pourront regarder à faire de la fibre peut-être, tout seuls, s'ils ont envie dans certaines zones. Ça, c'est un élément auquel je ne m'attendais pas. Que dans certaines zones, on déploie du Wi-Fi pour couvrir des zones mal desservies, ça je sais, ça fait plusieurs années qu'on le fait. Le fait que dans des zones modérément bien desservies et où il n'y avait aucune mouvance associative, ce soit le retard de la fibre qui entraîne une mobilisation, je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas ce que ça donnera. On aura des résultats là-dessus, je pense, l'année prochaine. Mais pour le moment, pour moi, c'est dans les bonnes nouvelles de 2016. Voilà. Tu vois, j'ai fait court.
Dès qu'on parle plus de droit, on a le temps. Mon micro, ouais, je vais voir si mon micro fonctionne parce que du coup il s'est éteint plusieurs fois. Donc pour Framasoft, pour vous résumer un petit peu. Merci. Pour vous résumer ce qui s'est passé, en fait, c'est sur l'année 2016. Il faut que je vous parle de l'année 2015, vu qu'on était là en 2014 et 2015 pour le Capitole du Libre et le Bazar du Libre. En novembre 2014, on annonçait ici, c'était la première grosse conférence qu'on faisait autour de Dégooglisons Internet, qui était la nouvelle campagne que lançait Framasoft, qui visait un petit peu à lutter contre l'emprise et la colonisation du net par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et voilà, on s'était fixé comme objectif d'abord de sensibiliser le public, ce qui était déjà la mission de Framasoft, qui est une association d'éducation populaire. Et pour un petit peu ancrer ça, justement, on a changé nos statuts et on est aujourd'hui, on a un agrément jeunesse éducation populaire, ce qui ne nous apporte pas grand-chose, si ce n'est qu'on peut aller aussi maintenant dans des lycées et autres pour parler un petit peu plus facilement de ce qu'on fait et de pourquoi est-ce qu'on le fait. Et donc cette sensibilisation du public, en gros, ça a fait, on va dire, environ entre 100 et 150 conférences, ateliers, des débats, des projections débats avec la sortie du documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Loups du Web, qu'on a accompagné un petit peu pendant toute l'année 2016. Donc toute une action de sensibilisation qui s'est vraiment massifiée pour nous. Alors Framasoft, je rappelle, c'est une toute petite association, hein, il y a en gros 35 membres dedans. L'avantage, c'est qu'on est répartis sur tout le territoire, donc on se voit quasiment jamais, sauf par exemple ici à Toulouse. Mais du coup, ça permet de pouvoir intervenir un peu partout en France. Et donc, voilà, donc, première action de cette campagne Dégooglisons Internet, c'était le côté sensibilisation. Le deuxième axe qu'on s'était fixé, c'était qu'on s'est dit, bah, c'est bien beau, mais si on explique aux gens que ce que dit Snowden, c'est vrai, et que potentiellement ils sont surveillés, et puis que si on leur dit que le monde que leur prépare Google, c'est un petit peu celui de Skynet dans Terminator, ça va bien, mais ça va leur faire peur, ils vont venir nous voir à la fin de la conf, et ils vont nous dire, bah, c'est bien, mais on fait quoi ? Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on arrive à proposer quelque chose de constructif, de positif et de préférence à base de logiciels libres sur lequel on pourra leur dire, mais vous pouvez par exemple essayer ça. Et donc, essayer ça, c'était, vous pouvez par exemple télécharger OnCloud, vous pouvez utiliser Etherpad, etc., etc. Le problème, c'est qu'il y avait vraiment un saut à l'entrée, une barrière à l'entrée qui était trop haute à franchir pour l'immense majorité du public. Et on s'est dit, il faut à ce moment-là qu'on installe et qu'on mette à disposition ces outils-là pour le grand public. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est fixé comme objectif de sortir 30 alternatives aux services de GAFAM en 3 ans. La bonne nouvelle, donc, c'est qu'en octobre 2016, on a atteint ces 30 services, donc avec une année d'avance. Donc on est plutôt. Merci. Il nous reste encore des gros morceaux, hein. Je ne vous parle pas de YouTube, Gmail, tout ça. Pouf. Là, dans l'année, tranquille. Les doigts dans le nez. Hein, ça va bien se passer. Mais donc, on est très content de ça, mais on avait perçu dès le départ, on s'était fixé un troisième objectif dès le lancement de la campagne. Un troisième objectif, c'est qu'on s'est dit, c'est bien beau, mais si on y arrive, admettons qu'on y arrive, franchement, ne croyez pas forcément plus que ça. Si on y arrive, on va devenir ceux contre quoi on lutte. C'est-à-dire, on va devenir nous-mêmes un point centralisateur, ce que nous sommes plus ou moins aujourd'hui. Ça représente 0,0000001% du trafic et des utilisations de Google en France, mais peu importe, le fait est qu'on commence à devenir trop gros. Et je ne parle pas que de moi. Et à un moment donné, on s'est forcément dit, il va falloir pouvoir prévoir dès le départ comment est-ce qu'on va essaimer. Et cette démarche d'essaimage, très honnêtement, on n'avait strictement aucune idée de comment est-ce qu'on allait la mettre en œuvre quand on était en novembre 2014. Si vous regardez la conf que je faisais en novembre 2014 au Capitole du Libre, je disais, on va essaimer. Je ne savais pas comment. Au RMLL 2015, on a commencé à expliquer un petit peu comment est-ce qu'on pourrait essaimer. On a lancé l'idée d'un collectif d'hébergeurs qui ferait un petit peu la même chose que nous.
Et voilà, entre juillet 2015 et octobre 2016, petit à petit, on a avancé par étapes sur un projet qu'on a annoncé donc il y a maintenant 1 mois et des brouettes, qui s'appelle Chaton. Chaton, ça veut dire collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres, solidaires. Merci. Ouais. On est extrêmement fiers de l'acronyme. Hein. Alors ça marche beaucoup moins bien du coup à l'étranger, ils comprennent pas trop, ils savent pas trop comment le prononcer, mais c'est plutôt rigolo. L'idée est complètement repompée. Et ça va permettre de faire la transition avec la suite. L'idée de Chaton est complètement repompée finalement de ce que fait la fédération FDN. Si ce n'est que bon, comme on savait que on connaît quand même un petit peu le milieu du libre, on sait que c'est compliqué souvent de faire une fédération avec dans un paysage qui est très varié, c'est-à-dire qu'il y avait déjà plein de gens qui faisaient plein de choses, et notamment, je parle au niveau de l'hébergement. Voilà, il y avait le rien, il y avait plein de réseaux qui existaient. Le problème, c'est que chacun avait sa spécificité et que l'idée de faire une fédération, ça voulait dire qu'il fallait dire dès le départ comment est-ce qu'on allait fonctionner. Et comme moi, personnellement, j'en savais strictement rien, on a sorti la carte du collectif en disant bon, on va faire un collectif et puis on réglera les problèmes au fur et à mesure. Donc le principe de ce collectif, il a plusieurs intérêts. D'abord, c'est de montrer au public qu'on peut faire soit de l'auto-hébergement, soit de l'hébergement de confiance auprès de tiers qui ne seraient pas GAFAM. Et concrètement, ça peut être une association, mais ça peut être une entreprise, etc. Donc c'est comment est-ce qu'on construit une chaîne de confiance entre nous-mêmes, l'utilisateur final, et la personne qui va héberger vos données. Et l'autre pendant de ça, c'était de dire, nous, ça nous permettra de partager finalement nos recettes d'installation. Donc, sur tous les projets que propose Framasoft, vous avez un tutoriel qui vous explique comment l'installer. Aujourd'hui, avec Chaton, on va pouvoir aller plus loin. On ne va pas juste vous expliquer comment installer Etherpad et avec quel type de base de données, tel que nous, on a expérimenté, on héberge plus de 200 000 pads aujourd'hui. On sait qu'il vaut mieux éviter MySQL ou MariaDB, par exemple. On va préférer du PostgreSQL ou du MongoDB, enfin... Voilà. Donc on a expérimenté et on peut partager ce type d'informations, mais on souhaite aujourd'hui aller plus loin, c'est-à-dire on veut carrément partager les recettes Salt qui permettent de déployer ces outils, comment est-ce que nous on monte nos serveurs, etc. Et on va pouvoir partager ces informations-là avec d'autres personnes qui font la même chose, y compris depuis très très longtemps. Je pense à des associations comme l'autre.net, comme infini.fr à Brest, comme Marsnet à Marseille, etc., qui proposaient déjà des services en ligne, mais voilà, l'idée c'était de dire on va pouvoir partager entre nous ces informations. La troisième chose sur Chaton que je voulais dire, c'était que Chaton finalement c'est comme un logiciel, c'est-à-dire c'est des textes, c'est avant tout un chart et une manifeste, mais on l'imagine vraiment comme un logiciel, c'est-à-dire quelque chose avec lequel forcément tout le monde n'est pas d'accord, avec lequel on peut avoir à un moment donné des divergences, c'est pas grave, c'est sur un Git, vous le forkez, vous patchez, vous proposez, vous pouvez faire des pull requests sur la charte ou le manifeste, et on va essayer de gérer ce collectif comme on gère un logiciel libre. C'est-à-dire que, oui, effectivement, Framasoft a proposé une version 0.1 du texte qui a été améliorée par d'autres. On est arrivé à une version 0.9 cet été. On publie une version 1, mais cette version 1 on se revoit l'an prochain. Cette version n'aura sans doute plus grand-chose à voir. Et donc, ce qui me paraissait intéressant, et c'était l'idée de Pixel, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait tisser des ponts entre ces différentes associations et comment est-ce qu'on pouvait être complémentaires, sachant que finalement le discours aujourd'hui de sensibilisation que porte Framasoft vis-à-vis du public, quand on va dans une salle de cinéma et qu'on parle forcément surveillance, on va parler du travail de la quadrature ou du travail des exégètes. On les a pas inventés, nous on les reprend et c'est ce travail qu'ils font que nous on va essayer de transmettre sous forme vraiment d'un travail d'éducation populaire, de sensibilisation. Quand on va essayer finalement de partager des informations entre nous, on va utiliser massivement des logiciels libres. C'est forcément parce qu'on peut se baser sur le travail des centaines de milliers de développeurs qui existent et qui ont déjà fait des choses. Et donc finalement un petit peu l'objet de cette conférence, telle qu'on en discutait avec Pixel et Benjamin, c'était de dire on peut parler quand même un petit peu des choses qui vont bien. Et il y avait plusieurs choses qui me paraissaient importantes. C'était de parler des petites victoires, de toutes celles qu'on peut cumuler
finalement. Et nous, à chaque fois qu'on sort un service, on est dans une position plutôt sympathique. Hein. Framasoft, c'est plus facile pour nous de proposer des services que de lutter contre un fichier TES ou de se lire le paquet télécom. Coucou Quota aussi. On fait des trucs plutôt rigolos, donc c'est tant mieux pour nous. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, à chaque fois que Framasoft va sortir un service, donc là on en a sorti 6 au mois d'octobre, d'un coup, forcément, ça montre que le logiciel libre est une réponse non seulement à la problématique des GAFAM, mais aussi au fait qu'on peut construire le monde que l'on souhaite et non pas tel qu'on est obligé de le subir aujourd'hui. Et voilà, donc ça permet de faire ça fait carrément la super transition. Quoi, tu veux dire qu'on n'avait pas répété? Quoi? Non, rien. Donc, là, vraiment, c'est le cœur. On vous avait quand même fait le bilan de cette année parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait, on fait chaque année et c'est quelque chose qui est important aussi pour nous, pour voir tout ce qu'on a fait, puisque avoir le nez dans le guidon de janvier à janvier, on n'a pas l'impression d'avoir fait grand-chose, alors qu'au final, en fait, quand j'ai fait la liste tout à l'heure, je me suis dit, ah ouais, quand même. Il y a presque un truc par mois, en fait. Bon, c'est pas grave. Il y avait vraiment 2 points qui sont, il y a plusieurs points qui sont vraiment importants dans ces choses, dans ce qu'a dit Benjamin, ce qu'a dit Pierre-Yves, c'est notamment dans la célébration des victoires. Je me suis rendu compte, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis à la Quadrature du Net. Je suis salarié et je me suis rendu compte qu'on a une difficulté assez inhérente. Est-ce que c'est dû au militantisme? Est-ce que c'est dû au côté politique de nos sujets? C'est dû au fait qu'on doit tout le temps être énervé contre ce qui se passe, parce que finalement, ce qui se passe dans le monde, et pas seulement dans le monde du numérique, c'est effectivement révoltant. On n'arrive pas à se dire, en fait, là, ça s'est bien passé, là, il y a quelque chose de bien. Par exemple, l'année passée, il y a eu l'annulation du Safe Harbor, qui était l'accord transatlantique qui gérait la réglementation de partage des données personnelles entre les citoyens européens et les sociétés américaines. C'est-à-dire, c'était notamment l'accord qui réglementait les données que Facebook utilisait, comment Facebook utilisait les données européennes, par exemple. Et ça avait été mis à mal suite à une intervention, à un cas, c'est le cas Max Schrems contre Facebook, où Max Schrems avait réussi à argumenter que suite aux révélations de Snowden, on pouvait prouver que Facebook travaillait avec la NSA et que donc Facebook ne pouvait pas protéger la vie privée des Européens puisqu'il travaillait avec la NSA qui faisait de la surveillance de masse. Ça se tient parfaitement, et je pense qu'on est plutôt d'accord. Et ça a fait tomber en fait cet accord qui réglementait ça et qui justement ne donnait pas assez de garde-fous pour ces données personnelles. Ça a été une victoire. Ça, c'était une vraie victoire pour la protection des données personnelles. Là, on a le Privacy Shield, le truc qui l'a remplacé, qui n'est pas encore tout à fait parfait, et pour ça que la directive e-privacy dont je parlais tout à l'heure va être vraiment essentielle. Une autre victoire qu'on a eue, c'était l'abandon du projet de loi contre la déchéance de nationalité. Ça a été abandonné. La Quadrature a travaillé sur l'article 2 plutôt que l'article 1 qui parlait réellement de la déchéance de nationalité. C'est surtout ça qui a attiré les médias, etc. Ça a été une victoire aussi. C'est passé complètement à la trappe. Je ne me souviens pas d'avoir organisé une petite soirée ou levé mon verre, peut-être entre nous à la fin de la journée, mais pour fêter cette victoire. Et une autre victoire, c'est plutôt une victoire des exégètes amateurs. C'était la dernière victoire du 21 octobre de la censure d'une partie de la loi renseignement, qui est une énorme victoire. C'est un tout petit détail, c'est un tout petit truc, mais chaque victoire compte. On ne gagne pas une guerre en gagnant directement la capitale. C'est terrain par terrain, petit bout par petit bout d'Internet par petit bout d'Internet. Et c'est ça qu'on doit arriver aussi à se rendre compte qu'on avance. De l'autre côté, c'est vrai qu'on a des géants, on a des silos de données, on a des multinationales avec des pouvoirs pas possibles en face de nous, on a des gouvernements peu scrupuleux aussi, mais on avance. Pour ceux qui étaient dans le milieu du logiciel libre il y a 10 ans, regardez où est-ce qu'on en était à 10 ans, regardez comment c'est facile aujourd'hui de communiquer de façon chiffrée, le nombre de tutoriels sur GPG, le chiffrement du disque dur qui existe aujourd'hui, toute la documentation autour du logiciel libre, la facilité d'utilisation de Linux et d'installation de Linux, on a fait des pas de géant. Alors que le logiciel libre a démarré au début des années 80, a été réellement utilisable au début des années 2000. On n'est qu'en 2016 et peut-être en 15 ans, on a fait une avancée géniale. Et c'est ça que je trouve qui est difficile à l'heure où on est tout le temps dans l'urgence, dans le buzz, dans les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux influent sur notre capacité à voir le big picture. Et là, je vous ramène à un billet de Neil Jomussi qui avait écrit sur Twitter « Pourquoi Twitter veut qu'on soit toujours énervé ?» C'est assez intéressant comme article. Et donc, c'est cette importance de pouvoir célébrer nos victoires, aussi petites soient-elles.
Et donc aussi, c'est à chaque fois que je revois les gens de Framasoft, que ce soit au JDLL, à Capitole du Livre, etc., je me rends compte à quel point en fait on fait des trucs cool et que à chaque fois que je me rends compte, à chaque fois je m'en veux de l'oublier, n'est-ce pas? Oui, vous faites des trucs cool, mais c'est heureusement, enfin, j'ai envie de dire, heureusement que les autres sont là aussi. Je pense, encore une fois, moi, je voudrais vraiment rendre hommage à tous les développeurs, voilà, qui, indépendamment des choses, nos associations ont l'avantage d'être presque au-dessus, mais c'est évidemment beaucoup de travail bénévole derrière. Et c'est grâce à tous ces gens-là qui vont aller corriger tel bug sur tel logiciel, etc., que nous, on peut les proposer. C'est grâce aux gens qui, à la FFDN, vont aller brancher à 3h du matin, rebrancher des câbles, comme je l'ai vu récemment, il n'y a pas très longtemps, dans un data center parisien, que ça permet aussi de relancer des services. Et finalement, c'est tous ensemble. Et pour moi, ça veut dire quelque chose d'important, et on en discutait aussi un petit peu avant, c'est qu'il faut pas imaginer que nos associations soient des porte-drapeaux de nos combats. C'est-à-dire, je vais être un peu violent, mais c'est pas juste en donnant de l'argent que ça va suffire. On a besoin vraiment de chacun et de chacune pour être actif. Si on veut quitter la société de consommation pour aller vers une société de la contribution, à un moment donné, il faut contribuer. Donc vous êtes là, vous, oui, mais je m'adresse à ceux qui sont peut-être derrière la caméra, qui reverront la vidéo plus tard, mais on peut tous contribuer finalement au logiciel libre et à la culture libre et à un Internet libre de plein de façons différentes. Pour moi, là-dessus, il y a un élément qu'il faut pas perdre de vue. C'est celui qu'on cache quand on vous parle des exégètes. C'est bien ce qu'on fait dans les exégètes, hein, c'est nécessaire. Mais les exégètes, ça sert à se protéger contre les saletés de nos gouvernants, globalement. Et ça ne fabrique pas les briques du monde dont on a envie. Ça empêche un peu, ou ça ralentit un peu le saccage de nos politiques actuelles. Quand, dans la fédération FDN, on regarde comment fabriquer du réseau sous des formes associatives, on regarde comment amener du réseau là où les autres opérateurs ne veulent pas aller, on regarde comment structurer un fournisseur d'accès Internet dont la priorité soit l'abonné, et non pas dont la priorité soit la rentabilité. C'est que ça change complètement le mode de réflexion, tout ça. Ça, c'est un travail qui me paraît plus utile. C'est un travail qui revient à dire, voilà, nous, on a envie de vivre dans un monde qui est fait comme ça, et plutôt que d'essayer de faire la révolution pour changer le monde, on va juste faire ce dont on a besoin. On va le faire, et on va prendre ce qu'on peut comme protection pour empêcher qu'on nous l'interdise, et pour empêcher que les petits bouts qu'on fait soient saccagés. Ça, c'est pour moi super important parce que c'est le but essentiel. C'est-à-dire, si vous venez me demander quel est le but des exégètes, c'est d'essayer de protéger quelques morceaux. Mais je ne peux pas vous donner un but de société dans les exégètes, ce n'est pas le bon lieu. C'était une question qui se posait à la fin de la présentation tout à l'heure. Ce n'est pas le bon lieu pour avoir un projet de société. La fédération FDN est un endroit où il y a un projet de société en matière de comment on fait réseau, comment on travaille ensemble, comment on fait pour que les gens aient confiance les uns dans les autres et fabriquent ensemble plutôt que des relations de défiance. Ça, c'est un bout de projet de société, je peux vous en parler. Mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif. L'objectif, c'est de faire les bouts du monde que nous voulons. Et les exégètes, c'est juste un moyen de protéger ce qu'on essaye de construire. Pareillement, dans la quadrature, il y a un morceau majeur et qui est complètement resté dans l'ombre ces derniers temps, qui sont nos positions constructives. Voilà comment on voudrait que la question du droit d'auteur se traite et se règle. Voilà comment on voudrait que les créateurs soient rémunérés. Voilà comment on voudrait que tel et tel élément bouge sur la neutralité du net, sur les télécoms. Et bien ça, c'est ce qu'on voudrait faire. Alors la quadrature n'est pas tellement là pour le faire, elle est là éventuellement pour le penser, mais pas pour le faire. Mais on ne voit plus que le morceau qui est essayer de dévier les coups qui nous sont portés.
dans l'action de la Quadrature. Et je pense que c'est un problème. On oublie de célébrer nos victoires. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais surtout, on oublie que la partie défense n'est pas forcément la plus importante. C'est le plus gros de l'activité de la Quadrature. C'est pas forcément le plus important. Je pense que quand on écrit qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, comment on veut équilibrer ça, quelles idées on a sur le sujet, où sont les dangers, où sont les pièges, même si on n'arrive pas à le réaliser tout de suite, je pense que c'est intéressant de l'avoir mis par écrit, de l'avoir pensé, ne serait-ce que pour le donner au prochain qui viendra. Et voilà, ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et donc, je suis très content de rappeler ce qu'on fait. Et donc, mes petites histoires d'antennes Wi-Fi qu'on pose, de projets de tirer un peu de fibre, je trouve ça extrêmement important. La façon dont on fabrique des associations pour se fournir des accès VPN neutres sur des accès sales, par exemple en fibre orange ou en ADSL free, je trouve ça intéressant. C'est socialement utile. Et c'est pas très compliqué à faire. Tiens, on va faire un petit sondage dans la salle. Combien sont adhérents à une des associations de la fédération FDN? Ça fait pas beaucoup quand même. Tu ne dois pas avoir souvent autant de gens qui lèvent la main dans une salle. Si, dans l'AG de la Fédé, j'ai beaucoup plus comme score. Mais voilà, vous pouvez venir fabriquer un bout de réseau propre. Vous pouvez décider de prendre l'abonnement qui fait que votre bout de réseau est propre et va passer sous les radars des systèmes de surveillance. C'est à votre portée. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Il y a des associations qui font du prix libre. Enfin, il y a des choses. Ça me paraît important de faire. Mettre des sous dans la Quadrature pour qu'on puisse continuer à bosser, c'est bien. Mettre de l'énergie de juristes et de techniciens dans les exégètes pour qu'on continue à faire des recours, c'est cool. C'est nécessaire. Mais c'est certainement pas suffisant. C'est pas ça l'objectif. Mon objectif militant, quand je me suis engagé très sérieusement en 97 dans FDN, je me levais pas le matin en me disant « Putain, on va péter un décret, quoi ». Il fallait un peu plus pour me faire bander. Et j'ai pas tellement changé mes centres d'intérêt. Je veux toujours qu'on fabrique du réseau propre, je veux toujours qu'il soit fabriqué sous contrôle des utilisateurs. Je vous ai expliqué souvent pourquoi. On peut le faire, vous pouvez le faire. Si Theta Neutral devient trop gros pour être géré, une association qui va monter des VPN pour nettoyer les accès ADSL des gens, franchement, c'est un serveur, un demi-admin 6 à temps partiel, c'est rien. Enfin, c'est moins compliqué que le serveur que vous avez chez OVH pour faire tourner BitTorrent, quoi. Techniquement, c'est moins compliqué que ça, c'est à votre portée. Et ça, en fait, vous ne le savez pas, mais ça s'appelle un fournisseur d'accès Internet. Faites-le, venez le faire avec nous. On a plein de billes pour vous expliquer, on a plein de conférences, on a du contenu, on produit du contenu, on veut produire du contenu didactique. Venez le faire. Je vais reprendre une phrase qu'on citait avec Pouillou, il était 3h du matin, mais on était devant une tisane, une verveine, sérieusement. Et ce qu'il disait, en fait, c'était une citation de, on ne savait plus qui, il était très tard, mais qui disait savons-nous ce que nous ferons lorsque nous serons enfin libres. Et c'est vrai qu'on n'a pas passé peut-être suffisamment de temps à réfléchir à ça. C'est-à-dire que c'est exactement ce que disait Benjamin, on passe notre temps finalement à essayer pour Framasoft de sensibiliser aux problèmes de GAFAM, de parler de l'Internet of Shit qui nous arrive et qui a vraiment sur les objets connectés, sur l'obsolescence imposée sur ces objets, etc., pose plein de problèmes sur les problématiques de surveillance de la Quadrature qu'on essaye de relayer. Mais du coup, on passe plus beaucoup de temps à essayer de réfléchir et d'inventer et de rêver même à comment est-ce qu'on ferait après.
Et du coup, c'est rigolo, parce que moi, c'était la première fois que je rencontrais Neil Jomunzi, qui doit être quelque part dans la salle. Et on parlait, en fait, dans la collection Framabook, dans les multiples projets Framasoft, on a aussi une petite maison d'édition. On vient de sortir un ouvrage qui est écrit par Nina Cerci et Tristan Nitto, qui s'appelle Numérique, reprendre le contrôle, dans lequel il y a... Isabelle Falque-Perrotin, dans laquelle voilà, il y a plein de gens divers et variés, tous plus intéressants les uns que les autres. Et il y a Alain Damasio. Alors Alain Damasio, pour ceux qui ne verraient pas, c'est un auteur de science-fiction qui, pour moi, est probablement le plus grand auteur de science-fiction français depuis Jules Verne. Alors c'est pas forcément hyper facile à lire, mais bon, c'est vraiment très sympa. Il parle en fait de comment est-ce qu'on peut réinventer les choses. Et nous, un petit peu ce qu'on a envie de proposer sur les années qui viennent, c'est comment est-ce qu'on peut décoloniser nos imaginaires, et notamment nos imaginaires numériques tels qu'ils nous sont vendus et proposés par les GAFAM. C'est-à-dire d'un côté les films qui font peur avec le numérique qui nous écrase. Je vous conseille la série Black Mirror, par exemple, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, c'est assez flippant. Et c'est surtout très bien fait sur voilà, qu'est-ce qui peut se passer si le numérique dérape. Et puis vous avez les imaginaires tels qu'ils nous sont vendus par Hollywood, tels qu'ils nous sont vendus par les GAFAM. Et à un moment donné, on est à un moment donné où on a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a presque une convergence des luttes, finalement, non seulement entre nos associations plutôt geeks, numériques, etc., mais avec plein d'autres associations de plein d'autres domaines. Et ça, pour nous, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, la Fédération des motards en colère ne serait pas venue nous voir en nous disant nous aussi, on veut être un chaton. C'était un peu improbable. C'était la Fédération des motards en colère, moi aussi. Ouais. Ils s'étaient exprimés contre la loi renseignement. Et quand je les ai eu au téléphone, oui, on voudrait être sur votre site affiché contre la loi renseignement. Je sais qui, quoi. C'était absolument dingue, mais effectivement, c'est souvent comme ce que tu disais, ça, c'était durant tout à l'heure, je pense, que on retrouve des fois des soutiens dans des endroits. Non, je confonds avec la conf. Je pense à la conf de Bram qui a fait sur la brique Internet, où des fois on a des soutiens. J'ai moins de cheveux que lui. Hein. Ouais, mais tu vas voir pourquoi j'ai fait la liaison. Je l'ai vu c'est la conf juste avant nous, donc bon. Où la brique Internet avait trouvé des soutiens dans des milieux qui n'étaient pas nécessairement des milieux où le numérique était la chose la plus proéminente. Dire que ce soit, ils avaient fait un stand dans un festival. Tu me dis si je me trompe quand je raconte. Hein. Ils avaient fait un stand dans un festival, et justement, c'était un festival plutôt hippie, etc. Et justement, il y avait plein de gens qui étaient intéressés par la brique Internet, alors que c'est pas nécessairement le public qui vont s'attendre à, qui vouloir s'auto-héberger. Et en fait, ce qu'on fait, ça intéresse plein de gens. Il faut partager, c'est pas toujours simple de travailler avec des gens qui sont pas des geeks, parce qu'il faut parler une langue commune. Et quand on leur demande, tu utilises Vim ou Emacs, bon, ils s'en foutent un peu, hein, pour dire ça comme ça. Mais... Quoi ? Non, vas-y. Non, pourquoi ça me fait rire cette blague. Pardon. Enfin, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes dans ça. Et surtout, ce qui est important et qu'on peut-être on oublie, c'est que souvent, enfin, en tout cas, je parle pour moi, pour mon ressenti au sein de la Quadrature, on met beaucoup de poids sur les épaules de la Quadrature. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas, ça nous arrive qu'on vienne nous engueuler en disant pourquoi vous n'avez rien fait. Alors je comprends parfaitement pourquoi on se retrouve dans des situations telles quelles, et dans lesquelles les gens s'attendent à ce qu'on réagisse, parce que finalement c'est ce qu'on dit qu'on va faire. Des fois ça arrive qu'on loupe le coche, des fois ça arrive qu'on a peut-être considéré qu'on avait d'autres priorités plus stratégiques à ce moment-là que tel ou tel article d'un sous-projet de loi. Mais ce qui est sous-jacent à ça, c'est ce qui m'inquiète plus que le fait d'avoir loupé le coche, c'est que de plus en plus de gens s'imaginent qu'on représente finalement, qu'on est les porte-drapeaux d'une cause. C'est quelque chose qui est très important, c'est que la Quadrature ne représente personne. Certes, elle travaille avec vous. Certes, on travaille quotidiennement à la défense de nos libertés. Cependant, on n'est pas un parti politique, et on ne revendique pas une représentation d'une voix ou d'une... On a une vision, et on aimerait travailler avec vous si vous avez la même vision, et on est très content si vous travaillez avec nous. Si on n'a pas la même vision, on passera sur des chemins séparés.
Je disais forquer à ce moment-là. Si vous Voilà. n'êtes pas content, faites un quadrature du. Et on autre est chose. très intéressé, si vous voulez participer aussi, à avoir des idées, des inputs. On aura un atelier, malheureusement c'est à Paris, ça m'amènera au prochain point. Un atelier à Paris le 10 décembre sur les données personnelles et il est ouvert à tout le monde. Donc si vous voulez venir réfléchir sur les données personnelles dans le cadre de la campagne sur la directive e-privacy, vous êtes tous les bienvenus. Et ça mène au deuxième point, c'est qu'effectivement, bon, Paris c'est sympa, mais il n'y a pas que Paris. Et c'est l'autre point qui est très important et que finalement est quelque chose qu'on revendique beaucoup, c'est la décentralisation d'Internet, mais c'est aussi il faut décentraliser nos propres actions. Si tout se passe à Paris, c'est centralisé, ça va pas. Le fait de décentraliser, ça crée de la résilience aussi dans nos réseaux. Si finalement tout se passe à Paris, le jour où, imaginez Paris est déconnecté d'Internet, c'est foutu. Ou imaginez dans le scénario complètement apocalyptique où la Quadrature décide de fermer ses portes, qui ailleurs en France ou en Europe, enfin en France plutôt parce qu'en Europe il y a d'autres associations, va reprendre le flambeau de ce travail-là. Et le fait de décentraliser, ça crée cette résilience-là où, comme pour Chaton, ça évite de créer des silos contre quoi finalement on se bat. On se bat contre les GAFAM, on se bat contre des sociétés qui se créent indispensables. Et il ne faut pas que la Quadrature soit indispensable. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose que je disais l'année passée et que je redis encore plus cette année. Donc, on va essayer d'organiser cette année, comme on a fait pour les quadrapéros décentralisés, des quadrateliers décentralisés, en coopération avec d'autres associations dans différentes villes. On a déjà réfléchi à ça pour Lyon avec Framasoft et Kota. Salut Kota. On dit beaucoup bonjour Kota aujourd'hui dans cette conf. Et de faire des ateliers justement décentralisés, quitte à chaque ville et que chaque ville ait sa spécialité, par exemple. Je ne serais pas étonné si à Lyon, vous parliez plus télécom. Faut qu'on avance. On a encore un point qu'on voulait traiter dans ce qu'on s'est prévu, qui est ce qu'on va faire. Et il faut quand même qu'on garde au moins 2 minutes pour prétendre qu'on a pris des questions. Il nous reste une demi-heure en tout. Voilà. Alors pour la fédération FDN, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a envie de faire. Dans le bilan de 2016, il y a un point que j'ai gardé sous le coude, qui est on a changé radicalement le mode de fonctionnement de la fédération, pas des associations, de la fédé elle-même. La fédération était fondamentalement un lieu pour que les associations puissent échanger. Et on a transformé ce mode de fonctionnement pour fabriquer une entité agissante. La fédération en elle-même était peu agissante. Elle était le lieu d'échange permettant les agissements des membres. Et on a créé plusieurs groupes de travail. Donc ça, c'était mon moment Bonjour Kota, dont celui qui est à l'heure actuelle le plus dynamique, mais qui avait commencé à fonctionner de manière informelle avant d'être formellement créé en AG, et le groupe Régulation des télécoms, qui est emporté par notre vice-présidente, donc Kota Atypique. Il y a d'autres groupes qu'on a créés, dont on espère qu'ils vont à terme être au moins aussi dynamiques que le groupe sur la régulation des télécoms. Il y en a un sur comment on fait pour accompagner les nouveaux opérateurs. Ça, c'est super important, que ce soit ceux qui veulent apprendre à déployer du Wi-Fi, ceux qui veulent apprendre à déployer de la fibre, ou ceux qui veulent fabriquer du VPN pour une bande de 30, 50, 100 potes sur un village, une région, une zone, qu'importe. Et il y en a un qui est destiné à... alors en français moderne, à la mode, on dit produire des MOOC. Moi, ce que je veux, c'est produire du contenu qui ait 2 vocations. L'un qui est d'expliquer comment ça marche. Donc des cours. Moi, j'ai fait 2 cours pour la fédération FDN il y a quelques années. On voudrait reprendre ça. J'en ai fait un sur le DNS et un sur Radius. Voilà, on voudrait reprendre ça. Et tout un autre volet dans ce pan de formation qui est d'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Je suis persuadé que dans les adhérents de la fédération FDN, il y en a un paquet, pas les associations membres, mais les abonnés des associations membres, qui ne savent pas pourquoi nous faisons ça, qui ne savent pas pourquoi c'est important. Ils sont plutôt favorables, parce que j'imagine qu'ils ont croisé quelques écrits ou quelques petits bouts sur le sujet, mais s'ils devaient par exemple argumenter au dîner de Noël en famille sur pourquoi ils sont chez tel fournisseur d'accès associatif, au lieu d'être
chez tel ou tel autre crevard commercial, ils ne seraient pas capables de le dire, alors qu'ils sont tout à fait capables d'expliquer pourquoi ils vont acheter leurs légumes dans une AMAP plutôt qu'au supermarché du coin. Je trouve ça embêtant qu'ils ne sachent pas pourquoi. Et donc voilà, c'est le deuxième volet de contenu qu'on veut produire. Je ne sais pas si ça va se produire, j'aimerais. Et on a identifié le fait que la fédération FDN est sur un plateau. C'est-à-dire que ça a été créé en 2009-2010. On a eu un nombre de structures membres de la Fédé qui a cru strictement pendant 5 ans. Et maintenant, c'est flat, ça ne croît plus. On a toujours nos 28 membres. On en perd un de temps en temps. Il y en a un qui apparaît de temps en temps. Mais sur un rythme très, 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 très lent. Alors qu'en fait, les questions centrales sur Internet sont beaucoup mieux comprises aujourd'hui qu'en 2007, quand j'ai fait Minitel 2.0. La capacité à monter des structures s'est beaucoup améliorée. Les outils sont beaucoup plus aboutis. Voilà, il y a moyen. Vous pouvez créer des fournisseurs d'accès Internet pour nettoyer votre accès au réseau, même sans devenir opérateur d'une boucle locale. Vous pouvez monter des serveurs de VPN pour avoir des accès neutres. Vous pouvez vous mettre à distribuer des IP fixes plus facilement en IPv4 qu'en IPv6, mais vous pouvez faire ça. C'est à votre portée. Il ne tient qu'à vous de le faire. Et voilà, ça pour moi, ce sont les projets. Alors il se trouve qu'il y a aussi cassé la gueule au paquet télécom, mais j'ai dit que je ne parlais pas de droit. Et pour aller complètement dans le sens de Benjamin, alors nous, c'est pas encore fait, mais on va, de toute façon, on le fera, même si la réponse devait être négative. On est en train d'essayer de voir avec la Ligue de l'enseignement. Donc quand je disais qu'effectivement, il y a eu un virage qui a été pris par Framasoft, c'est que vous allez voir bientôt passer un billet, je pense, sur le Framablog disant pourquoi est-ce qu'on ne veut plus travailler avec le ministère de l'Éducation nationale. Ça ne veut pas dire qu'on ne bossera plus avec les profs, les universités et autres, mais en tout cas, le ministère, le TI est très bon, la moquette est très épaisse, mais on n'ira plus. Et donc, on travaille plutôt aujourd'hui avec des associations d'éducation populaire qui sont souvent très proches du ministère, on ne va pas se voiler la face. Mais il y a quelque chose qui, pour nous paraît intéressant, c'est que ces gens-là, ils ont envie d'un numérique libre. Parce qu'ils sont encore attachés aux valeurs et à l'éthique que peuvent porter le libre et le partage de savoir et de connaissances. Et du coup, voilà, on est en train d'essayer de voir si on ne peut pas monter un projet avec la Ligue de l'enseignement qui serait, alors on va être à la mode nous, mais qui serait un MOOC autour de Chaton, sur lequel on prendrait exactement ce que disait Benjamin, c'est-à-dire on aurait en gros 3 parties. La première partie, qui pour moi est la plus importante, c'est quels sont les enjeux de la centralisation ou de la décentralisation d'Internet, avec, voilà, où on pourrait prendre le temps d'expliquer ça, y compris pour les gens, puisque nous, on intervient, je vous disais, en gros, là, sur l'année 2016, j'ai compté quasiment pas loin d'une centaine de confs, ateliers, etc. Voilà, on intervient dans des MJC, etc., mais on touche à chaque fois entre 2 et potentiellement une centaine de personnes. Mais forcément, si on arrive ce serait quand même hyper paradoxal que nous, qui sommes Internet, on n'arrive pas à utiliser ce moyen-là pour diffuser nos savoirs et nos connaissances. Alors je sais qu'il y a les Estes du Savoir qui est pas loin et qui a un stand, me semble-t-il, aussi à Capitole du Libre. Mais voilà, c'est comment est-ce qu'on peut un petit peu transmettre plus facilement et en adaptant pour différents types de publics, etc., nos savoirs et nos connaissances. Donc ce MOOC Chaton avec une partie, voilà, mais en fait, quel est le problème de GAFAM? Parce que nous, c'est ça la question qu'on vient nous poser. Et puis après, comment est-ce que je fais pour monter, par exemple, une association qui proposerait des services en ligne? On va te l'expliquer. Et puis tiens, ça tombe bien, il y a le cours à côté fait par la FFDN qui explique comment monter ton FI associatif. Tiens, c'est pas bête, finalement, ça va quand même relativement bien ensemble. Et puis, à côté de ça, il y a le côté technique. Et ça, on sait tous à peu près faire de la doc. Enfin, je m'adresse aux informaticiens et informaticiennes dans la pièce, mais on sait le faire, mais on ne sait pas très très bien le faire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent venir nous aider à rédiger ce type de contenu?
Et j'en reviens un petit peu à ce côté décolonisation de nos imaginaires. Après, c'est comment est-ce qu'on peut casser ce monde numérique qui nous est vendu et préparé, et prémâché par GAFAM, où finalement c'est le monde de la distraction et tout ce qui va compter, c'est d'acheter le nouvel iPhone, le nouveau service à la mode, la dernière application. Finalement, comment est-ce qu'on casse ce discours-là ? Mais pas en l'attaquant frontalement, juste en essayant de construire quelque chose qui nous intéresse plus, nous, de notre côté. Et donc, voilà, il commence à y avoir quelques universités populaires du numérique en France. C'est un petit peu de voir comment est-ce qu'on peut faire émerger ça, un petit peu dans le sens, encore une fois, de ce que disait Benjamin Bayard, c'est-à-dire, on ne s'occupe pas de... on va construire sans eux, et le eux étant les autres, que ce soit le gouvernement, les gens qui vont vous dire que ça ne va pas marcher, etc. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'on peut aller vers les questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? J'espère. Enfin, je pense qu'il faut lever la main, il y a un micro qui... Ouais, on va essayer de remettre le micro Aucun tout à l'heure deuxième, en service. Comme vous êtes nombreux, on va essayer d'en faire circuler 2. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se manifester ? Allez, c'est parti. Bonjour, alors merci d'être venu déjà, merci beaucoup. J'ai une question par rapport à l'accès Internet, donc c'est plutôt pour Benjamin peut-être. Il y a des projets dont certains sont gagnés d'ailleurs par les sociétés d'ici, qui vont équiper l'intégralité du globe d'Internet par les satellites. Il y a un gros projet qui s'appelle OneWeb par exemple, qui fait 650 satellites et qui va équiper l'intégralité du globe. Et il y en a plusieurs à échéance 2020, 2022. Elon Musk, qui est le PDG de Tesla, il va faire pareil avec je ne sais plus combien de 4000 satellites, là, un truc comme ça. Bon, la question, c'est est-ce que les déserts, en gros, aux échéances des collectivités d'ici 2035, etc., ne seront pas déjà couverts par ce genre de projet ? Alors, ça dépend de ce que tu entends par couvert. J'ai un doute. Des gens qui décident comme ça de fabriquer un réseau à échelle mondiale et qui espèrent le commercialiser à échelle mondiale avec un modèle ouvert et bienveillant, ouais, j'ai un doute. Même plusieurs. Est-ce que ce sera couvert ? Bon, c'est déjà couvert par du satellite. Ça donne des réseaux qui sont d'une qualité assez faible et qui présentent un intérêt assez marginal. C'est pas avec ça que tu peux récupérer l'équivalent d'un accès fixe. Au mieux, tu récupéreras quelque chose qui sera similaire à ce que tu as en 4G, c'est-à-dire un accès essentiellement en carton, sur lequel tu ne peux pas héberger quoi que ce soit, donc c'est pas un accès Internet, c'est à peine un accès Minitel. Et c'est pas une question de débit, c'est une question d'usage. C'est pas la même chose. C'est massivement asymétrique, tu n'as pas d'adresse IP publique fixe. Tu vois, c'est très très différent. J'avais le même problème en 1998 quand j'expliquais pourquoi je prenais mon accès RTC chez FDN où c'était cher plutôt que chez Free où c'était gratuit. Ben parce que sur mon accès RTC, j'avais une adresse IP fixe. Ouais, même en bas débit. Parce que j'avais un nom de domaine pour gérer mon mail. C'est-à-dire le atedgar.fdn.fr n'a jamais changé depuis le jour de mon adhésion à FDN. On ne fournit pas le même service. On fournit de l'accès à Internet. On ne fournit pas de l'accès à Google. Et c'est pas la même chose. Si ton besoin fondamental, c'est d'utiliser Skype et d'éditer un Google Doc et que ça suffit à tes libertés, ouais, le machin satellite par un opérateur dans lequel j'ai aucune confiance, ça pourrait le faire. C'est pas ça ce qu'on fabrique. C'est autre chose. C'est pas ça notre modèle de société. Notre modèle de société, c'est pas celui de quelques grandes plateformes hyper intégrées qui détiennent la totalité des données des gens et qui se rémunèrent sur ta vie. C'est pas ça notre modèle. Et donc non, je crois pas que ces gens-là vont faire de la couverture. Je fonde très très peu d'espoir dedans. Au mieux, ils arriveront à faire de la couverture en pas Internet et en faisant passer quelques VPN dessus, on pourra réussir sur ce réseau sale à fabriquer du réseau propre. Comme on nettoie la fibre orange, si tu veux. Elle devient incolore à la sortie, elle est propre. Voilà, pour moi, en fait, ça répond pas au problème. La disponibilité d'une boucle locale est un aspect du problème. C'est ce qui fait que tu
dans un territoire, tu as une zone complètement blanche. Mais il y a très peu de zones complètement blanches. Il y en a vraiment très peu. Tu as des zones qui sont relativement blanches. Quand moi j'ai à peu près 300 megs symétriques sur mon accès fibre à la maison, les gens dans le Calvados qui sont en bout de ligne ADSL et qui ont 512K quand tout va bien et qu'il ne pleut pas et qui n'auront pas la fibre avant 2030, ils ne sont pas en zone blanche, ils ont de l'ADSL. Ça dépend de la marque de blanc que tu prends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Bonjour cher panel, peut-être qu'un qui le savent ici, je fais CryptoParty, je fais de la formation à l'adresse du grand public, du public spécialisé, et moi je veux juste faire un témoignage. Je sais qu'on s'est pris d'immenses baffes ces derniers temps, par contre il y a quelque chose qui change. En février dernier, j'ai été invité à Sciences Po ex-Marseille. On dit Sciences Po de suite, ouais, ils votent à droite, etc. et tout le reste. J'ai été face à des étudiants de Master 2 en communication, en droit de communication. Et c'était un colloque sur le droit à la vie privée. Et que ça soit leur prof, que ça soit le recteur de l'académie, le président de la fac, et évidemment les élèves, ils sont tous clairement, ils se disent, il y a clairement un problème. Et ça, c'est extrêmement agréable parce que c'était pas des informaticiens, c'était des juristes. Et on commence à le voir de plus en plus. Et sincèrement, ça veut dire que justement, ce qui était finalement un point de vue de parano, etc., parce que technicien, parce qu'on sait ce que l'on peut faire avec, je crois que ces derniers temps, et ceci grâce à Snowden, il y a vraiment une prise de conscience, elle commence à arriver. Le seul problème, c'est la génération vieillissante de ceux qui sont au pouvoir, qui veulent absolument tout contrôler. Et je crois que, même s'il y a des requins quand même dans la nouvelle génération, je crois que vraiment on arrive à exploser ce clivage au niveau de la société et que grâce à la Quadrature du Net, à la FDN, grâce évidemment à tout le mouvement du libre, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc s'il vous plaît, continuez. Parce que vraiment, on arrive à quelque chose et on arrive à casser justement ce mouvement de pensée unique. Non. Attends, un bout et je te passe la main. Je vais me permettre un commentaire. Il y a un aspect dans ce que tu expliques. Tu as l'air surpris que les étudiants juristes en communication à Sciences Po soient plus politisés que l'informaticien moyen, ou soit au moins autant, parce que tu as l'air de croire que les informaticiens sont très conscients de ces questions-là. Tu souffres d'un biais de lecture terrible. Dans la pièce, là, il y a énormément d'informaticiens. Il y a une surreprésentation de gens qui sont informaticiens ou qui ont des compétences en informatique, même s'ils n'en ont pas les titres. C'est un biais de lecture terrible. Moi, des informaticiens, dans ma promo, il y en avait 180. Je suis le seul militant activement sur des questions de liberté. Dans toutes les grandes boîtes où j'ai bossé, des informaticiens, il y en avait par centaines. J'étais toujours le seul à militer activement et à avoir conscience que comme admin 6, je suis root, j'ai accès aux données des gens, ça me donne une responsabilité vis-à-vis d'eux et je n'ai pas le droit. Quand on me demande de fouiller dans les boîtes mail des 2 millions d'abonnés de la boîte dans laquelle je bossais, j'ai pas le droit de le faire. Et c'est pas possible. Mais je suis le seul à avoir conscience de ça. Dans toute l'entreprise qui était fournisseur d'accès Internet, je dirais pas laquelle, c'est un des grands qui fait du câble, vous trouverez. Mais tu vois, c'est un truc, je suis le seul dans la boîte à avoir cette conscience-là. Et ça, c'est un problème. Et le problème en question, c'est l'absence d'éducation politique et d'éducation éthique, dans ce sens-là de éthique des informaticiens. Et ça, c'est un problème fondamental. Alors effectivement, les gens de Sciences Po, il y a un certain nombre de raclures dans le lot, mais il y a beaucoup moins d'ignorants que dans les écoles d'ingénieurs. Moi, ce qui me fascine, ce sont les écoles d'ingénieurs où il y a 1, 2, 3 jeunes qui s'intéressent aux enjeux. Je ne dis même pas qu'ils ont compris, mais qui au moins s'intéressent. Alors des fois, tu en as 1, 2, 3 brillants qui arrivent à contaminer jusqu'à une demi-douzaine ou une douzaine de un peu bénévoles. Mais tu vois, ça reste très léger. C'est pas les 150 de la promo. C'est pas tous les étudiants en informatique de Paris qui étaient sous la pluie en janvier pour défendre les libertés fondamentales.
Et ça, c'est un problème, parce que ce sont les gens qui auront le pouvoir. L'informatique est un des centres névralgiques du pouvoir à venir, sur les questions de vie privée, sur les questions de, ne serait-ce que de propriété privée, etc. Enfin, tout devient informatique. Les informaticiens sont des personnes centrales. Et ils n'ont aucune conscience politique, en moyenne. Et ça, c'est un problème. Et j'en reviens du coup à la convergence des luttes en disant, encore une fois, c'est pas pour parler de Nuit debout, mais justement, on peut trouver ces gens-là ailleurs que justement parmi les informaticiens. Et j'ai vu beaucoup de gens, moi je suis à Lyon, mais se former aux questions informatiques via des crypto-parties et autres, en se disant, ouais, effectivement, il se passe un truc important et j'ai pas envie d'être surveillé. Et donc là aussi, on a un rôle à jouer, en tout cas à transmettre quelque chose à ces gens-là. Sinon, on n'arrive pas à convaincre les 150 autres dans la promotion. Il n'y a plus de micro. Bah, tiens. Jamais le micro arrive. Ouais. Non mais c'est très bien, ça veut dire qu'à 20h30, il n'y a plus de piles nulle part. Et Ah, bien joué. Du coup, voilà, je tombe bien parce qu'on en parle. Moi, je suis étudiant en école d'ingénieur. J'en sors. Et justement, nous, à notre Club Info, on se rend compte que nos camarades n'ont aucune conscience. Et même quand on discute avec eux, généralement, quand on commence à mettre des problèmes sur la table, on enfonce des portes ouvertes. C'est-à-dire qu'ils disent « Ouais, je suis d'accord, il y a un souci. Ouais, non, mais ouais, peut-être. Enfin, tu as de bons arguments, je suis d'accord avec toi. Ouais. » Et qu'au final, j'ai l'impression que, bon, il y a les gens qui n'y connaissent rien en informatique. Eux, il y a beaucoup d'éducation à faire. Il y a les gens qui emploient les gens qui connaissent beaucoup de choses en informatique. Eux, s'ils arrêtent d'être les gens qui emploient, ils perdent leur métier. Et nous, on est au milieu. On a la capacité de dire non. On a la capacité de choisir, de changer les choses. Et qu'on ne s'éduque pas, on ne s'intéresse pas à ça. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, j'ai peut-être une piste, c'est qu'avec toutes les baffes qu'on se prend au niveau actualité, où on nous dit tout le temps « Ah, il n'y a aucun espoir, on est impuissant », et que derrière, j'ai l'impression qu'il manque d'optimisme. Quand on me dit « Monte ton assaut, fais des choses », moi je me dis « Non, je suis impuissant, je vais m'agiter, ça ne va servir à rien ». C'est faux, mais sauf que le sentiment des gens, j'ai l'impression, à qui je parle, les mecs qui disent « Ouais, non, moi je suis informaticien, c'est pas à moi de changer les choses ». Ouais, mais justement, enfin, c'est exactement ce qu'on dit. Ça va prendre du temps. C'est peut-être le combat qu'il va falloir mener dans les prochaines années. Mais quand on disait, voilà, travailler sur les imaginaires, pourquoi est-ce qu'ils le font pas ? Parce que leur iPhone est pour eux plus important que lutter pour les libertés. Mais c'est une victoire. Que ça soit de GAFAM, des gouvernements, peu importe, etc. Mais il y a un moment donné où on peut résister à ça, mais il faut pouvoir proposer un contre-discours et il faut pouvoir proposer une contre-société. Mais si on ne la construit pas, elle est où pour l'instant moi, je peux entendre un étudiant qui dit « Ouais, c'est bien. » Mais moi, je vais quand même continuer à aller télécharger mon application, à aller sur Airbnb, à commander sur Foodora ou à prendre des Uber. Je veux dire, c'est à un moment donné, si on veut proposer une contre-société, il va falloir mettre non seulement noir sur blanc quels sont les problèmes que ça pose, mais aussi être capable de dire, voilà ce que nous on vous propose. Et on pourrait faire du covoiturage libre, il y a un site pour ça. On peut imaginer déjà, on peut faire plus qu'imaginer, on peut le faire. Mais par contre, il faut l'écrire, il faut s'y mettre. Et ça, c'est plus chaud. Bonjour, pour rebondir sur ce sujet-là, je pense que c'est aussi à tout le monde, au public et aussi aux associations qui sont en fait peut-être les plus sensibles côté éthique, à agir aussi et à transmettre le message. Nous, à Marsnet, on est chaton de première portée et à Marseille et on accompagne les associations en fait à numérique libre et solidaire. Et on voit qu'en fait, ils sont sensibles. Ils sont vachement sensibles, mine de rien, quoi. Par rapport même au grand public, ils sont vraiment, c'est quelque chose qui les touche. Et puis quand ils voient, en plus, avec des démonstrations, que c'est aussi facile,
eh ben, finalement, la transition, elle se fait. Et les démonstrations, c'est très, très important parce que les discours, ça les touche un peu, mais c'est surtout quand ils voient que c'est aussi facile qu'ils font le pas. Et je pense qu'eux, ils ont un rôle assez à jouer dans ce que tu dis, là, de construire des alternatives, puisque c'est eux qui connaissent leurs besoins. Et aussi, ils ont aussi une connaissance qui est importante, à mon avis, qui est une connaissance d'animation de réseau. Et en fait, ce que vous avez dit tous les trois de la décentralisation, la fédération, le réseau, c'est une façon de réunir tous les petits poissons qui vont former un gros banc face aux gros poissons et construire des alternatives et puis changer les choses, quoi. Voilà. Tout à fait d'accord avec ça, évidemment. Et moi, je le vois au travers des outils Framasoft. Quand on ouvre Framalist, donc qui est une alternative à Google Groups ou Yahoo Groups, il y a un mois, même pas, à la louche. Aujourd'hui, on a déjà 1200 ou 1500 listes. On a plusieurs dizaines, à peu près 15 000 personnes qui s'envoient des mails, etc. Ces gens-là, ils viennent pas juste... ils pourraient utiliser Google Groups. Je vais être très franc. Je pense que Google Groups fonctionne mieux en termes de garantie de service que Framalist, spécial dédicace à nos admins 6. Mais forcément, du coup, c'est hyper compliqué de maintenir du mail et de voilà. Mais ils viennent ici parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver autre chose. Et ce sont pas des listes d'informaticiens. Et donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et je suis peut-être hyper naïf, mais la chose à laquelle moi je m'attendais pas, c'était de voir autant de mouvements de la société civile qui ont envie d'utiliser des outils libres. Et donc, on a besoin à la fois du discours, de la doctrine telle qu'elle est pensée par des associations comme la Quadrature, comme l'April, etc. Et à un moment, et on a aussi besoin de faire, comme le fait la fédération FDN, en proposant de l'internet neutre, comme le fait Framasoft en proposant des services libres, etc. Mais effectivement, moi, ça m'a surpris. Vraiment, quand on voit le public qui nous contacte en disant on veut faire du libre, je m'attendais pas à autant de monde que ça. Et c'est plutôt, encore une fois, quelque chose de positif. Je sais pas où était. Donc moi, j'ai juste un complément sur Nuit debout, auquel à Toulouse, on a pas mal participé. Enfin, moi, j'ai pas mal participé. Par ailleurs. Et donc, on est avec Thomas, d'ailleurs, on a fait 1 ou 2 ateliers sur le numérique. Et je crois que vraiment, c'est important de toucher les gens qui sont politisés et méfiants vis-à-vis du numérique. Parce qu'en fait, ils veulent pas le connaître. Ils disent ça, c'est pas pour moi. Et alors que si ils n'ont pas du tout conscience qu'il existe des alternatives, etc. Et même au bout des années de groupes Linux, des groupes d'utilisateurs Linux qui font de la promotion, etc., et ben il y a toujours plein de gens qui ne connaissent pas et qu'il faut continuer pour lesquels il faut continuer à expliquer les choses et tout ça. Voilà. Je vois des gens qui font des grands signes là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas où est la question. Pour l'instant, je réponds. Moi, l'anecdote rigolote sur Nuit debout, c'est qu'on a lancé Framacart, je crois, le 20 février 2016. Nuit debout se lance du coup en mars, et ils ont utilisé cet outil-là d'eux-mêmes finalement. Et donc, ils ont aussi utilisé, je ne sais pas, Framadat, Framapad, ils nous l'ont fait tomber en plein milieu de la nuit. Ouais, ils nous l'ont fait tomber pendant la nuit. Ils ont dit, tiens, on va réécrire la Constitution, paf, 400 personnes sur un pad. C'était pas fait pour. Mais du coup, ce qui est cool, et moi, ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'on était démonstrateurs et pas hébergeurs en tant que tel. En tout cas, on n'était pas Google. Et du coup, ils ont monté leurs propres outils. Et c'est vraiment ça qui est chouette, c'est que du coup on retrouve maintenant des informaticiens, alors certes aidés d'ailleurs par des gens très proches des réseaux de la Quadrature et d'autres, mais forcément, et du coup c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ces réseaux de la société civile, du militantisme, du syndicalisme, ils trouvent sens à être cohérents avec leurs valeurs et à faire la cohérence et l'articulation entre le logiciel libre et leurs valeurs. Donc autant continuer de ce côté-là. Oui, je suis là. Ouais, ici.
Donc maintenant, je vais être un peu hors sujet parce que je voulais prendre la parole tout à l'heure. Mais donc je voulais rebondir, par exemple, déjà sur le fait qu'il y a pas mal d'associations qui sont pas dans l'informatique et qui commencent à s'allier aux assos de logiciels libres, etc. Il y a pas mal aussi d'alternatives qui se mettent en place, on en entend parler, il y a des villages, des alternatives, il y a Alternatiba, je pense que vous avez entendu parler. Nous, au Havre, par exemple, parce que je viens du Havre, il y avait l'association de logiciels libres qui était présente, etc. On a parlé de la brique du net, de plein de choses. Alors, c'est des questions qui reviennent dans tous les débats. On voit aussi les logiciels libres qui se développent, des gens qui sont bénévoles, qui travaillent bénévolement, et il y a des nouvelles formes d'économie qui commencent à apparaître. Le problème aujourd'hui, c'est que pour mesurer nos échanges, on utilise une monnaie qui est créée par la dette. Et donc, effectivement, je pense qu'on a dû vous en parler, puisqu'il y avait les rencontres des monnaies libres aujourd'hui. Et je pense, enfin, on est tous parmi les contributeurs des monnaies libres, on est intimement convaincus que l'utilisation de ce type de monnaie permettrait justement de développer plus facilement toutes ces alternatives et toutes ces économies qui se cherchent. Par exemple, on voit Uber, Drivey, BlaBlaCar, etc., qui s'accaparent la richesse créée par les utilisateurs. Et donc, on pourrait, grâce aux monnaies libres, développer plus facilement toutes ces alternatives. Voilà, je voulais savoir si vous avez une idée sur la question. Et puis, voilà. Merci. Je la prends et après je transmets s'il y a quelqu'un qui veut rebondir. Oui, on a une idée sur la question. Oui, c'est bien. Oui, bossez dessus. Vous n'avez pas besoin de nous, en fait. Donc, pour moi, je renvoie pas en disant c'est part négligeable. C'est évidemment un sujet important, mais comme je sais pas, encore une fois, le syndicalisme est important, comme toutes les formes de lutte sont importantes, y compris celle-ci. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que notamment donc les questions sur la blockchain soulèvent des nouveaux modes on va dire de pensée, d'imaginaire justement de ce que pourrait être la monnaie si cette fois-ci il n'y avait pas des intermédiaires qui venaient pourrir tout ça. Et tout ça doit avancer en parallèle et que cette convergence, elle va avancer finalement petit à petit. Et ça peut, je dis petit à petit, ça peut aller finalement assez vite. Hein, mais vous pouvez venir nous voir. Enfin, le dialogue est complètement ouvert. Nous, on voit aussi les gens qui travaillent sur ces questions-là. Donc c'est une réponse qui rebondit finalement sur ce que disait tout à l'heure Numaël, sur le fait qu'à un moment donné, effectivement, on avance tous ensemble et c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, c'est pas le logiciel libre. Enfin, ce que je veux dire surtout, c'est n'attendez pas du logiciel libre qui travaille sur la question des monnaies libres. C'est les gens qui sont intéressés par les monnaies libres doivent travailler sur les monnaies libres, qu'ils soient informaticiens ou pas informaticiens. Pas mieux. Ok, je suis désolé, on a vraiment plus de temps pour les questions. Oui, alors on voulait juste laisser un dernier petit mot de la fin à quelques membres de la Quadrature qui manifestement étaient un peu frustrés de ne pas être sur scène. Ils étaient un peu en colère. Non mais vous étiez... Bon, je vous laisse régler ça en interne avec qui c'est que vous envoyez parler, etc. Mais ils voulaient quand même prendre la parole un petit peu, donc je leur laisse juste de quoi faire un petit mot. Bon, visiblement, quand il n'y a pas de micro, c'est difficile de communiquer. Donc non, on levait la main parce qu'il y a quelque chose d'important qui n'a pas été abordé, très important. Et alors, je ne suis pas de la Quadrature, rien du tout. Donc on ne s'arrangera pas en interne, on s'arrangera en externe dans un bar. Il y a quelques jours, la plus grande bibliothèque musicale que l'humanité a jamais créée, Watt.cd, a fermé. Tué par la SACEM. C'est le combat pour la musique libre et le partage, ça a été le combat qui m'a fait venir à la Quadrature. Et pour boucler la boucle, le Watt.cd, dans leur dernier message, dans leur message d'adieu, il faut aller le lire, il est larmoyant et puis il donne vraiment envie de prendre les armes pour se battre contre ces gens-là et de soutenir la Quadrature. Et bien justement, à la fin, ils invitent à soutenir la Quadrature et moi, ça m'a tiré les larmes aux yeux. Et donc, je vous invite tous et toutes à soutenir la Quadrature, à donner. On est en pleine campagne de dons et je pense que voilà, sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui et on n'en serait pas là sans eux. Merci, c'est gentil. C'est justement... Ouais. Donc oui, si c'est le mot de la fin, c'est le mot de la fin. Merci à Framasoft et à FFDN d'avoir participé à cette conférence. J'espère que vous avez aussi tous apprécié
ce truc qu'on essaye. Et que vous participiez aussi, hein, je pense qu'il y a le mot de la fin à garder, c'est faire, point d'exclamation, espace insécable. Et aussi que donc la Quadrature est actuellement en campagne de dons, comme chaque année. C'est les dons individuels et les dons des personnes qui ça garantit notre indépendance et ça garantit le fait qu'on ne doit pas aller chercher des financements par des sociétés privées. Donc voilà, si vous avez un temps de faire un saut sur soutien.laquadrature.net, si vous trouvez que nos projets pour 2017 sont intéressants, si vous voulez y participer, vous êtes aussi les bienvenus. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Maintenant, on fait la fête.